Inodore, invisible, mais radical. Les armes chimiques. Sans le port d'un masque, elles tuent, en quelques minutes, sans sommation. Et ne font aucune différence entre les militaires et les civils. Au premier abord, une munition chimique ressemble à une munition classique. Mais au lieu d'être chargée d'explosifs, elle est remplie de gaz hautement toxiques. On croyait ces images de massacres à l'arme chimique révolues. Mais au mois d'août 2013 en Syrie, des centaines de civils sont morts, gazés. Les gens vomissaient et s'étouffaient, de la mousse sortait par leur nez et leur bouche, et leur vue devenait trouble. Bachar el-Assad, le président syrien, est accusé d'avoir gazé sa propre population. Pour les États-Unis et la France, une ligne rouge a été dépassée. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Les télévisions diffusent en boucle l'indignation occidentale. Les images de ce massacre sont révoltantes. On ne peut pas laisser passer ça. Face à ces images d'enfants gazés, rien n'empêcherait de stopper le boucher Assad. Un haut-le-cœur mondial. Mais derrière ces cris d'orfraie, les pays occidentaux n'ont-ils pas eux aussi une part de responsabilité dans ces massacres ? En Syrie, le régime a utilisé des produits chimiques achetés en Angleterre, en Allemagne et peut-être en France. En Irak, des entreprises françaises sont pointées du doigt pour le massacre de civils à la fin des années 80. Nous allons vous dévoiler comment des Français ont aidé ces dictatures à fabriquer des armes interdites par la communauté internationale. Comment est-ce que vous êtes devenu intermédiaire pour le programme chimique irakien? Vous qui étiez promoteur immobilier. Je ne vous répète plus, partez. J'ai assez de tout ça. De la Syrie au Bahreïn, en passant par l'Irak, enquête sur une grande hypocrisie. Le 20 août 2013, à Damas, le soleil se couche sur la Ghouta, une banlieue résidentielle de la capitale syrienne. Nous sommes à la veille de l'une des pires attaques chimiques de l'histoire. À 3 heures d'avion de Paris, la Syrie est à feu et à sang depuis 2011. Portée par les printemps arabes, une partie des Syriens réclame le départ de Bachar el-Assad, dont la famille dirige d'une main de fer le pays depuis 44 ans. Mais la révolution pacifique a tourné à l'affrontement armé. À ce jour, 160 000 morts. La majorité d'entre eux tués par des armes conventionnelles. Le 21 août 2013, un cran supérieur dans l'horreur va être franchi. Des armes chimiques vont être utilisées. Le massacre va avoir lieu dans la banlieue est de Damas, la Ghouta. Il n'existe aucune image de l'attaque chimique en elle-même. Mais selon une enquête de l'ONU, des missiles comme celui-ci ont été remplis de plusieurs litres de sarin. Le sarin, une arme terrifiante. Une goutte suffit à s'attaquer à tout le système nerveux et provoquer la mort par asphyxie. En quelques minutes. Ce jour-là, des litres sont déversés sur le quartier de la Ghouta. Surpris en pleine nuit, les habitants sortent leur téléphone portable et capturent les instants de panique qui suivent l'attaque. Cette nuit-là, entre 400 et 1400 civils vont mourir, gazés à l'arme chimique. Pour les journalistes, impossible d'enquêter directement en Syrie. Trop dangereux. Alors, nous sommes allés dans le désert de Jordanie, tout près de la frontière syrienne, pour retrouver les survivants de l'attaque.
Ils vivent dans le camp de réfugiés de Zaatari, cette longue tache blanche dans le désert. 100 000 Syriens vivent ici, dans des logements de fortune et des conditions difficiles, mais loin de la guerre. Les survivants que nous avons interrogés ont souhaité garder l'anonymat parce qu'ils ont encore de la famille dans la banlieue de Damas. Fariza habitait la Ghouta. Les gens ont commencé à frapper à la porte en criant « Chimique, chimique !» Nous, on s'est dit « C'est comme d'habitude !» Les gens disent souvent que c'est une attaque chimique et les voisins nous conseillaient de partir très vite. Mais nous, on a choisi de rester. Mohamed, lui aussi, vivait à la Ghouta. Quand il entend les bombardements dans la nuit, il se précipite au secours des blessés. Nous sommes allés dans les hôpitaux de fortune chercher nos proches. Nous avons visité tous les hôpitaux, un à un. Pour la première fois de l'histoire, les minutes qui suivent une attaque chimique sont filmées par les téléphones portables des habitants. Les images sont difficilement soutenables. Oui, j'ai vu ce genre d'image vidéo. Mais croyez-moi, ce n'est rien par rapport à la réalité, qui était terrible. Partout où nous allions, il y avait des morts. Moi-même, j'en ai vu plus de 300. Bave abondante, asphyxie, convulsions, les symptômes habituels d'une exposition au gaz sarin. Les médecins avaient à peine le temps de s'occuper d'un patient que tout de suite un cas plus grave arrivait. Les gens paniquaient tellement. Les gens vomissaient, ils s'étouffaient, l'odeur était anormale. Puis ma vue a commencé à se troubler. Jusqu'au lendemain, personne ne savait comment les soigner. Il n'y avait qu'un seul remède, les arroser avec des seaux d'eau. Ils nous ont fait respirer du vinaigre pour arrêter la nausée. Mais ça ne marchait pas. Ça nous rendait encore plus malades. Mon frère est mort. Il était tout gonflé, c'était incroyable. De la mousse sortait par sa bouche et par son nez. Je n'ai pas pu supporter cette vue. Je ne pourrai jamais oublier ça. Il faudra presque 3 jours pour que le monde réalise l'ampleur du massacre chimique. Nous avons des vidéos très dures. Cette vidéo que nous avons obtenue est absolument horrible. L'opposition affirme que des femmes et des enfants ont été gazés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas. L'opposition syrienne parle d'au moins 1300 morts et accuse le régime d'avoir utilisé des gaz toxiques. Pour Paris et Washington, Bachar el-Assad est allé trop loin. Les capitales occidentales menacent. Après l'utilisation d'armes chimiques par Assad, c'est dans l'intérêt de notre sécurité nationale de procéder à des frappes militaires ciblées. Je le dis ici avec la force nécessaire. La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. Un des anciens conseillers diplomatiques du président nous reçoit au Quai d'Orsay. Romain Nadal nous explique ce qui se cachait derrière les mots du président ce jour-là. La décision infâme
de gazer des innocents. Ce qui est en jeu là, c'est une intervention militaire directe. Une intervention militaire sous la forme de frappe pour anéantir ou affaiblir les capacités du régime syrien à utiliser les armes chimiques contre sa population. Oui, c'est ce qu'indique le président de la République devant la communauté internationale, c'est la position qu'il prend au nom de la France après le massacre de la Ghouta. C'était une déclaration tout à fait forte qui satisfait ceux qui attendent une fermeté quelconque des pays occidentaux. Mais en réalité, elle n'a été suivie que par le vide. Et en effet, Assad sera épargné. Face à l'imminence des bombardements, Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du régime syrien, propose de détruire l'arsenal chimique de la Syrie. Bachar el-Assad accepte. Des inspecteurs de l'ONU sont envoyés en Syrie pour y démanteler la totalité de l'arsenal chimique. À ce jour, 92% des armes chimiques syriennes ont été transportées hors du pays et chargées sur ce cargo pour être détruites. Les frappes aériennes ne sont plus à l'ordre du jour. Malgré tout, la France considère l'opération comme un succès. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une grande différence entre nous allons punir les responsables et nous allons aider le régime syrien à démanteler son programme chimique? C'est pas le même ordre de valeur. Il y a des objectifs que nous nous fixons et ensuite il y a le résultat que nous pouvons obtenir en fonction des équilibres diplomatiques et de l'état de la communauté internationale pour avancer et pour décider. Ce que souhaitait la France, c'est qu'il n'y ait plus d'armes chimiques en Syrie et que le régime de Bachar el-Assad ne puisse plus les utiliser. Le résultat est là et c'est ça qui compte aujourd'hui. La France croyait l'arsenal chimique d'Assad sous contrôle. Mais le 11 avril dernier, un baril rempli de chlore est lancé depuis un hélicoptère sur la petite ville de Kafr Zita, à l'ouest du pays. Une fumée jaune, spécifique au chlore, se disperse. Voilà ce qui reste du baril lancé depuis l'hélicoptère. Une bombe sale venue des airs. Le chlore est beaucoup moins puissant que le sarin. 2 morts ce jour-là. Mais l'attaque est comme un bras d'honneur aux Occidentaux. Personne n'a pu empêcher Bachar el-Assad d'utiliser à nouveau des armes chimiques. Au micro d'Europe 1, François Hollande se scandalise de cette nouvelle utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Est-ce qu'il est vrai que Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques? Je n'ai pas eu de doute sur l'utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. C'est la raison pour laquelle, vous vous en souvenez, en septembre... Mais encore maintenant? Là, nous avons encore quelques éléments, mais je n'ai pas les preuves. Ce que je sais, c'est que ce régime a démontré à la fois l'horreur des moyens qu'il pouvait utiliser et le refus de toute transition politique. Un discours sans équivoque. Pourtant, vous allez voir que rien de tout cela n'aurait été possible sans la complicité des pays occidentaux, dont la France. Pour le comprendre, il faut revenir aux années 70, quand Hafez el-Assad, le père de l'actuel président syrien, décide d'acquérir une arme dissuasive pour contrer son ennemi israélien, qui lui, dispose d'un programme nucléaire. Sa solution, l'arme chimique qu'on appelle le nucléaire du pauvre. À fabriquer, c'est un jeu d'enfant. Les produits de base d'une arme chimique sont souvent des substances en vente libre pour des usages civils. Alors ça, c'est un produit qui s'appelle le fluorure de sodium, qui est un produit courant que l'on peut trouver dans des substances comme les dentifrices, par exemple, ou autres. Vous avez un dentifrice ici. Ce fluorure de sodium, mélangé avec des dérivés du phosphore, va servir par la suite à préparer le sarin, tout simplement. On va écrire le sarin. Le sarin, c'est l'arme chimique dont va s'équiper en priorité le régime syrien. Théoriquement, faire une arme chimique comme le sarin, c'est assez simple. C'est très simple. Je dirais qu'à Bac+2, un chimiste peut le faire. C'est terrifiant, ça aussi. C'est terrifiant, oui, je sais bien.
Je dis bien, c'est terrifiant. Avec peu de moyens, on peut arriver à faire une arme de destruction massive, par conséquent qui rejoint le nucléaire, peut-être pas autant d'ailleurs, parce que c'est quand même une surface limitée qui sera atteinte, mais il n'empêche, l'arme chimique est une arme qui est facile à faire. Toute la difficulté pour un dictateur consiste alors à se procurer ces substances inoffensives en grande quantité, afin de fabriquer en cachette des armes interdites. C'est là que l'Occident entre en jeu. Dès le début, la France se retrouve impliquée dans le programme chimique syrien. C'est ce que confirme un rapport de 1990. Il parle même d'une French Connection. Selon ce document rédigé par un chercheur américain, des grands noms de l'industrie pharmaceutique ont massivement débarqué à Damas dans les années 80. Le rapport souligne aussi le rôle crucial joué par la France pour aider la Syrie à développer l'arme chimique. À la fin des années 2000, la Syrie possède le plus grand arsenal chimique clandestin du monde. Et les rapports avec la France se portent bien. Tapis rouge, pour la France, le maître de Damas n'est plus un paria. Sous Nicolas Sarkozy, notre pays est même le seul à tendre la main au dictateur syrien. Il est l'invité d'honneur lors des célébrations du 14 juillet 2008. Mais la France n'est pas la seule à avoir aidé la Syrie. Plus récemment, en septembre 2013, un quotidien anglais révèle que le Royaume-Uni a livré à la Syrie des tonnes de produits chimiques sensibles. Le gouvernement anglais a laissé des entreprises exporter des produits chimiques à la Syrie pour fabriquer du sarin. Cet article et les révélations qu'il contient vont donner des idées à un député en Allemagne. À Hambourg, nous sommes allés rencontrer l'ancien directeur d'une ONG spécialisée sur les armes chimiques, aujourd'hui élu de gauche au Parlement allemand. Jan van Aken se souvient du jour où il a découvert l'article du quotidien anglais sur Internet. Je crois que le voilà. C'est celui-là. C'est l'article de The Independent que j'ai vu sur Twitter et qui disait que le gouvernement anglais avait vendu à la Syrie. C'était le 2 septembre. En compilant des statistiques publiques, le député allemand en est convaincu. Son pays a livré des produits chimiques sensibles à la Syrie. Il demande confirmation au gouvernement allemand. La réponse viendra en quelques jours. Voilà la question qu'on a posée au gouvernement, leur demandant s'il avait autorisé l'exportation de produits chimiques sensibles vers la Syrie. Et ils ont répondu oui. C'était un choc pour moi. Dans la réponse, une longue liste de produits chimiques fournis à la Syrie. Beaucoup de ces produits contiennent du fluor. Souvenez-vous, c'est un des ingrédients qui entre dans la composition du dentifrice, mais qui peut aussi servir à faire du sarin. L'Allemagne en a exporté plus de 100 tonnes vers la Syrie entre 2002 et 2006. Comment pouvez-vous vendre un produit qui peut être utilisé pour faire du sarin à un pays dont vous savez qu'il fait du sarin? Je ne pensais pas ça possible. Et le gouvernement s'est justifié? Ça, c'est la partie ridicule. Il est écrit, dans tous les cas, les Syriens nous ont garanti que l'utilisation civile de ces produits était plausible. C'est comme aller en Corée du Nord aujourd'hui et leur vendre de l'uranium juste parce que le gouvernement coréen nous dit « Oh, mais ça, c'est tout à fait pacifique ». Vous pensez que des entreprises françaises ont fait le même genre de business avec Bachar al-Assad? Je suis presque sûr qu'il n'y a pas que des entreprises allemandes, mais aussi d'autres pays, et très probablement des françaises. Je n'ai pas de nom à vous donner, mais la France a une industrie chimique très importante et a toujours eu de bonnes relations avec la Syrie. Ils leur vendaient bien des armes il y a 30 ans, alors pourquoi pas des produits chimiques? Comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, la France a-t-elle récemment exporté des produits chimiques sensibles vers la Syrie? Deux substances notamment posent question. La triéthylamine et la monoisopropylamine. Ces deux produits servent d'habitude à faire des herbicides. Mais la Syrie les a utilisés pour faire du sarin.
Ces deux produits ont un code international, le 29-21-19. La France a-t-elle vendu des produits de la catégorie 29-21-19 à la Syrie? Pour le savoir, il faut se rendre sur ce site de l'ONU, qui répertorie tous les échanges commerciaux dans le monde. Nous découvrons qu'entre 2006 et 2010, des tonnes de produits chimiques, encodés 29-21-19, ont bien été vendus par la France à la Syrie. 69,1 tonnes en 2006, 15,6 tonnes en 2007, et enfin 10,7 tonnes en 2010, un an avant la Révolution. Au total, 95,4 tonnes envoyées en Syrie. Seul problème, le code 29-21-19 englobe environ 200 substances différentes. Pour savoir si les livraisons françaises contenaient de la triéthylamine et de la monoisopropylamine, il faut le demander à la seule administration française qui connaît le détail de nos exportations, les douanes. Après plusieurs mois d'attente, nous avons fini par obtenir une réponse par mail. Ce sont des produits qui ont des usages très larges dans l'industrie chimique. Ils ne sont pas soumis à autorisation d'exportation. Par conséquent, il n'est pas possible de savoir si les exportations de ces produits ont eu lieu. En clair, l'utilisation civile de ces deux substances est tellement large qu'elle n'est pas soumise à surveillance. La France est incapable de dire si elle en a vendu ou non à Bachar el-Assad. Les armes chimiques, c'est une longue histoire pour les Européens. Tout a commencé en 1917, lors de la Première Guerre mondiale. À Ypres, en Belgique, les Allemands bombardent les Français avec du gaz moutarde. Le gaz brûle les yeux, les poumons, et cause des plaies presque impossibles à soigner. L'arme chimique fera peu de morts à l'échelle de la Grande Guerre. Mais la communauté internationale décide de l'interdire. Une convention, signée à Genève en 1925, bannit toute utilisation d'armes chimiques dans les conflits. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands lui trouvent une nouvelle utilisation. Pour mettre en œuvre la solution finale, l'extermination des Juifs, Hitler va détourner un produit insecticide à base de cyanure et le transformer en gaz mortel. Son nom a marqué l'histoire, le Zyklon B. Le Zyklon B est pulvérisé dans les chambres à gaz, via les tuyaux d'aération, puis les pommeaux de douche. Le Zyklon B va tuer des millions de personnes dans les camps de la mort. Il était fabriqué principalement en Allemagne, mais aussi, c'est moins connu, en France. Pendant toute la guerre, ce village français de l'Oise, Villers-Saint-Sépulcre, a massivement produit du Zyklon B pour l'Allemagne nazie. Tout se passait dans cette usine de pesticides, aujourd'hui abandonnée. Corinne Lanoué est membre d'une association de recherche historique sur le village. Dans le village, personne n'a envie d'en parler. Au contraire, tout le monde se ferme. On préfère oublier plutôt que de parler de cette période. On n'a pas envie d'être lié à cette image de collaboration. En 1940, l'usine française passe un accord avec les occupants allemands. Ces derniers vont commander de plus en plus de Zyklon B. Et les bénéfices seront partagés, 50-50. Au mémorial de la Shoah, à Paris, dans les sous-sols, sont préservées des photos rares. Elles ont été prises par un des employés de l'usine en 1942. On y découvre des ouvriers avec des boîtes de Zyklon B, dont l'étiquette est rédigée en français. Derrière ces autres ouvriers, toujours plus de Zyklon B. Annie Lacroix-Rize a passé plus de 25 ans à étudier la collaboration des entreprises françaises
avec l'occupant allemand. C'est à elle que l'on doit cette découverte. Le jour, ça doit être en 1996, je crois, où j'ai découvert ce dossier-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir découvert un diamant. Hein. Ces diamants, ce sont les archives de l'occupant nazi laissées sur place à la Libération. Ils prouvent l'augmentation massive de la production de Zyklon B en France, et ce dès 1940. Au début, l'usine de Villers-Saint-Sépulcre produit 1 tonne de Zyklon B par an. 4 ans plus tard, les chiffres ont explosé. Nous voici en mai, quantité en tonnes, et nous avons toujours notre usine Villers-Saint-Sépulcre, 37 tonnes, pour 1 mois. 70 ans après, d'autres historiens doutent que ce gaz fabriqué en France ait été utilisé dans les chambres à gaz. Moi, je veux bien qu'il ait servi à tout, sauf à l'extermination des Juifs. Mais comme il a augmenté d'une manière, pour le coup, tout à fait stratosphérique à l'époque où on assassinait les Juifs en masse à Auschwitz, eh bien, ma foi, la France qui a tout vendu à l'Allemagne a aussi vendu du gaz qui a servi à tuer des Juifs. Après la guerre, les grandes puissances fabriquent des milliers de tonnes d'armes chimiques. Et ce, malgré le traité d'interdiction de 1925. Ici, dans une base militaire américaine, des milliers de fûts remplis de sarin. La France n'est pas en reste. Jusqu'en 1978, elle teste en secret ses armes chimiques dans le désert algérien. C'est dans ce contexte qu'à la fin des années 80, un autre drame va survenir. Cela s'est passé en Irak, dans une petite ville de l'est du pays, toute proche de la frontière iranienne, Halabja. 1988, la population kurde de la ville vit la guerre au quotidien depuis 8 ans. Depuis septembre 1980, l'Irak, de Saddam Hussein, mène une guerre sans merci à son voisin l'Iran, de l'ayatollah Khomeini. Dans ce conflit, les habitants d'Halabja, persécutés depuis des années par Saddam Hussein, ont choisi d'apporter leur soutien à l'Iran. Considérés comme des traîtres, ils vont le payer en mars 1988. L'état-major irakien va décider de punir toute la ville en la gazant à l'arme chimique. Un plan décidé par Ali Hassan al-Majid, le cousin de Saddam Hussein, qui dirige tout le nord du pays. Quelques semaines avant l'attaque, il annonce son projet lors d'une réunion entre officiers. Le 16 mars 1988, à 15h, les Mirages de l'armée irakienne pilonnent la ville. Certains obus contiennent du sarin, d'autres du gaz moutarde. « 5000 morts, gazés en quelques heures. Même dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, l'arme chimique n'aura jamais tué autant de monde en si peu de temps. « 26 ans après, la ville martyre conserve les stigmates de l'attaque, dans chaque ruelle. Hekmat Abdullah était adolescent le jour de l'attaque. Il a grandi dans ce quartier où presque rien n'a changé depuis le 16 mars 1988.
Du haut de la rue jusqu'aux maisons tout en bas, tout le monde a perdu des proches, au même moment. Ici, c'était un quartier central, et plusieurs bombes ont atterri dans le secteur. Vous voyez, une des bombes est tombée là-bas. Ici, dans ces ruelles, il y avait des cadavres partout. Si vous regardez les images d'archives tournées ce jour-là, vous verrez une file de cadavres jusqu'à la maison là-bas. Hekmat a souhaité nous montrer la maison où il a grandi. On peut entrer? D'autres gens y habitent aujourd'hui. Car pour Hekmat, le souvenir est trop lourd. Dans cette maison, il a perdu 9 membres de sa famille, dont ses frères et sœurs et ses parents. Il tient à nous emmener dans la cave. Fuyant les bombardements, 100 personnes s'y sont abritées ce jour-là. Mais en se réfugiant ici, elles se sont condamnées à mourir asphyxiées. Car le sarin et le gaz moutarde sont plus lourds que l'air et descendent droit en sous-sol. 26 ans après le massacre, la ville soigne doucement ses cicatrices. Celles des survivants, elles, sont indélébiles. Kamal a 39 ans. Il en paraît 20 de plus. Le gaz moutarde a attaqué ses yeux et ses poumons. À jamais. Aujourd'hui, j'ai un pied dans la tombe. Mes poumons sont gravement atteints et ça ne s'améliore pas. Vous voyez, j'ai une machine à côté pour m'aider à respirer. Je dois l'utiliser 16 heures par jour. Alors toutes les heures, je l'utilise 45 minutes et ensuite j'ai 15 minutes de repos. J'ai vraiment besoin d'oxygène pour respirer. Si je n'ai pas d'électricité, la machine ne fonctionne pas. Je pourrais mourir à n'importe quel moment. En fait, ma vie ne tient qu'à un fil. Petit à petit, les poumons de Kamal se bouchent. Aujourd'hui, il lui reste moins de 20% de capacité respiratoire. Et il n'y a aucun traitement. En pleine interview, coupure de courant dans le quartier, comme presque tous les jours. Sans courant, plus de machines à oxygène. Voilà à quoi tient aujourd'hui la vie de certains survivants d'Halabja. Une demi-heure plus tard, la lumière et l'oxygène sont revenus chez Kamal. Aujourd'hui, les habitants d'Halabja veulent comprendre comment Saddam Hussein a pu commettre un tel crime. Au cimetière, nous avons rendez-vous avec Loukman Mohammad. Ce survivant cherche aujourd'hui à obtenir justice pour l'un des pires massacres de la fin du XXe siècle. Les familles des victimes veulent aujourd'hui poursuivre les coupables de ces atrocités et que leur degré de responsabilité soit enfin établi. Parmi les responsables pointés du doigt, des entreprises françaises. Car vous allez le voir, notre pays est indirectement complice du massacre. Pour comprendre comment, il faut revenir quelques années en arrière. Au début des années 70, Saddam Hussein est l'homme fort de l'Irak. Un partenaire commercial très courtisé par l'Occident. Jacques Chirac, alors Premier ministre, se rend en visite officielle à Bagdad en 1974. Nous avons, au cours de ces entretiens, examiné toute une série de très grands problèmes, de très gros contrats, et nous avons effectivement procédé à leur signature. Parmi ces contrats, des avions de chasse Mirage et des missiles Exocet. Une fois ces ventes réalisées, la voie est libre pour des sociétés qui pourront vendre secrètement à Saddam de quoi nourrir son projet militaire le plus cher, un arsenal chimique.
L'Irak a pu considérablement accélérer son programme chimique militaire en allant faire ses courses effectivement en Occident et notamment en Europe. Et cette acquisition de technologies occidentales lui a permis d'aller beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait fait avec un programme purement national. Le fait d'avoir effectivement bénéficié d'aides technologiques volontaires ou involontaires de la part d'un certain nombre de fournisseurs européens a clairement accéléré la capacité de l'Irak à acquérir l'arme chimique. Ces fournisseurs du programme chimique ont tous été identifiés grâce à une enquête très fouillée. « 1991, des inspecteurs de l'ONU débarquent en Irak. Pendant 5 ans, ils vont avoir 2 missions. La première, détruire les stocks d'armes chimiques. La deuxième, visiter les usines et lister tous les fournisseurs, ceux qui ont vendu les produits chimiques et ceux qui ont vendu cuves et réacteurs pour les mélanger afin d'en faire des armes. Cette liste de tous les fournisseurs du programme chimique irakien ne sera jamais publiée. Nous en avons obtenu une copie. On y trouve des centaines d'entreprises qui ont fourni l'Irak. Parmi elles, plusieurs françaises. Comme De Dietrich, par exemple, qui apparaît 189 fois dans la liste de l'ONU. Cette multinationale du chauffage et de l'électroménager emploie 1300 personnes dans le monde. Une offre innovante et dans l'air du temps, c'est la promesse du confort durable de Dietrich. Mais ce ne sont pas des poêles à bois que De Dietrich a vendus à l'Irak. Entre 1984 et 1988, l'entreprise française a fourni des cuves, des réservoirs, des réacteurs. Du matériel indispensable pour mélanger de grandes quantités de produits chimiques et résister aux acides les plus corrosifs. Ce matériel sert d'habitude à fabriquer des médicaments ou des pesticides. Mais dans ce cas, il a été détourné par Saddam pour fabriquer des armes chimiques. De retour en France, munis du document confidentiel qui les désigne comme fournisseurs de l'Irak, nous voulons interroger De Dietrich, l'entreprise la plus souvent citée. Nous arriverons dans quelques minutes en gare de Strasbourg. L'entreprise, basée en Alsace, n'a jamais répondu à nos sollicitations, par mail ou téléphone. Alors, nous nous sommes invités à son siège social, le château de Reichshofen. Selon nos informations, Daniel Steck, le PDG du groupe, est censé être présent ce jour-là. Dans la cour du château, l'entreprise affiche fièrement ses produits. Ce sont des réacteurs comme celui-ci qui ont été retrouvés en Irak. Dans le parc du château, le cache-cache avec le PDG Daniel Steck commence. Bonjour monsieur, je cherchais monsieur Steck. Est-ce que vous savez où il est par hasard? Ah, monsieur Steck n'est pas là, il est en déplacement aujourd'hui. Il est en déplacement aujourd'hui? Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne journée à vous. Nous nous rendons à l'usine De Dietrich, toute proche. Ici, 400 employés fabriquent du matériel industriel de pointe. C'est dans une usine, comme celle-là, que les cuves et les réacteurs utilisés en Irak ont été produits. À l'accueil, notre venue est visiblement attendue. Bonjour monsieur. Vous êtes des journalistes? Oui, journaliste. Non. Personne ne peut vous recevoir cet après-midi, ni demain, ni après-demain. Oui. C'est des consignes peut-être. Maintenant, prenez-le comme vous voulez. Et monsieur Steck, il a un rendez-vous ici cet après-midi, c'est ça? Je ne sais pas. D'accord. Bon, vous parlez de livraison de Dietrich en Irak, dans les années 80. Oh. Mais... Ah oui, mais De Dietrich a livré en Irak dans les années 80. Mais oui, je sais. J'avais entendu des bruits, mais bon, ça s'est pas trop ébruité. Mais sans plus. Bon, excusez-moi. Merci monsieur, j'ai bien compris. Merci. Pour la énième fois, nous avons ensuite tenté de joindre la directrice de la communication de l'entreprise. Et pour la énième fois, nous ne parlerons qu'à son répondeur. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Selon mes documents, le nom de Dietrich apparaît plus de 180 fois dans la liste des fournisseurs du programme chimique irakien. Est-ce que Dietrich savait que ce matériel est exporté en Irak à des fins d'utilisation dans le programme chimique militaire? C'est une question assez simple, mais pour l'instant, vous ne m'avez pas donné de réponse. À très vite, j'espère, c'est aussi urgent. De Dietrich ne nous rappellera jamais.
Mais en octobre 2013, son PDG, Daniel Steck, affirmait au Nouvel Observateur: Nous n'avons jamais exporté vers l'Irak. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ont pu faire des intermédiaires. Nous nous intéressons à un des intermédiaires qui a négocié la vente des produits de Dietrich en Irak. Il habite dans la banlieue de Mulhouse. Dans le document confidentiel de l'ONU, juste à côté de Dietrich, un nom. Protic. Vérification faite, il s'agit en fait de Protec. Protec est une modeste PME dont le siège social est basé dans cet immeuble résidentiel. Étrangement, le cœur de métier de Protec n'est pas l'industrie chimique, mais l'immobilier, et notamment les maisons de retraite. Pourquoi Dietrich a-t-il vendu ses cuves en Irak par l'intermédiaire d'un agent immobilier? Nous voulons poser la question au patron de Protec de l'époque, Roger Kiss. Il habite aujourd'hui dans le même immeuble que la société qu'il a fondée. Nous filmons, discrètement. Bonjour monsieur Kiss. Oui, monsieur, oui. Je m'appelle Jean-Baptiste Renaud, je suis journaliste, je travaille pour Canal+, et je voulais savoir si on peut vous poser des questions écoutez, sur votre rôle d'intermédiaire sur le programme irakien. Le moment venu, nous donnerons tout ce qu'il faut à la justice. Et maintenant, on s'arrête. On s'arrête, s'il vous plaît. Mais comment est-ce que vous êtes devenu intermédiaire? Comment est-ce que vous êtes devenu intermédiaire pour le programme chimique irakien? Monsieur, vous qui étiez promoteur immobilier. Je ne vous répète plus, partez. J'ai assez de tout ça. Est-ce que vous regrettez d'avoir été intermédiaire? Roger Kiss en disait un peu plus dans une interview au Nouvel Observateur en octobre 2013. Il renvoie la balle à Dietrich. Ces sociétés savaient parfaitement que leurs produits allaient en Irak. Après des années de silence, la justice française a enfin décidé de s'occuper de cette affaire. En Irak, l'homme qui attaque les entreprises occidentales compromises, c'est lui, Gabriel Mayron. C'est un ancien avocat fiscaliste basé à Chicago. Et rien ne le prédestinait à défendre les victimes du massacre chimique d'Al-Habja. À la fin des années 1990, début 2000, je me suis dit c'est le moment de changer quelque chose. J'avais gagné pas mal d'argent dans l'immobilier et j'ai réalisé que je n'avais plus de but dans la vie. Alors, j'ai commencé à réfléchir aux droits de l'homme. Avec son associé depuis 6 ans, il se concentre sur les entreprises qui ont permis à l'Irak de bâtir son arsenal chimique. C'est incroyable que tous ces gens aient aujourd'hui une impunité totale. Qu'ils puissent profiter de leur argent, de ces millions gagnés sur le dos de tant de destruction, de tant de morts. Pour moi, c'est inconcevable de vivre dans un monde où personne n'est tenu responsable de ça. Gabriel Mayron s'est procuré la fameuse enquête de l'ONU, rédigée par les inspecteurs. C'est vraiment un document très important, un point de départ essentiel pour notre plainte. Parce que jusqu'ici, les fournisseurs du programme chimique étaient restés cachés. Mais l'avocat se heurte à un problème. À l'époque, la vente de ce matériel à l'Irak n'est pas soumise à embargo. Elle n'est donc pas illégale. L'avocat veut donc prouver que les entreprises ne pouvaient ignorer que l'Irak risquait d'utiliser leur matériel pour faire des armes chimiques. À partir de 1983, on savait que l'Irak utilisait des armes chimiques dans sa guerre avec l'Iran. Alors entre 83 et 88, tous ceux qui vendaient des produits à l'Irak, qui pouvaient être détournés pour faire des armes chimiques, auraient dû se demander « Est-ce que je contribue au programme chimique ?» Un détail l'intéresse particulièrement, les dates de livraison.
Pour De Dietrich, selon l'avocat, elles sont accablantes. Selon lui, l'entreprise a livré en 1987, un an avant le massacre, mais aussi en 1988, l'année du drame. Ils ont continué à exporter en 1988 ? Eh oui, malgré le choc que l'attaque d'Al-Habja a provoqué en France. Donc selon vous, ils ont vendu après le massacre ? Pas selon moi, selon le document de l'ONU. Moi, je lis juste ce que l'ONU écrit. Selon l'avocat, les volumes livrés prouvent que l'Irak ne fabriquait pas seulement des produits à usage civil. Fallait-il autant de matériel pour faire des pesticides ? Écoutez, pour faire un pesticide, vous avez besoin de substances 10 000 fois moins toxiques que pour faire une arme chimique. Alors pourquoi autant de matériel ? Peut-être qu'on pensait que l'Irak voulait approvisionner le monde entier en pesticides pour les 50 ans à venir. Avec ces éléments, au mois de juin dernier, Gabriel Meïron est allé déposer plainte contre X pour complicité d'assassinat au palais de justice de Paris. Une plainte jugée recevable par le pôle chargé des crimes contre l'humanité. L'avocat est venu à Al-Habja annoncer la bonne nouvelle. Parmi ses 2000 clients, Souiba Saïd Kadir. C'est Gabriel, l'avocat. Après vous, madame. Le jour de l'attaque, le gaz moutarde l'a rendu aveugle. Je voulais simplement vous bénir et je suis content de voir que vous allez bien. Merci, merci. Je peux vous dire que la procédure avance, plus vite que prévu. Tout ça prend toujours du temps, mais on avance bien. J'espère que vous allez bien vous occuper de notre dossier. Grâce au travail de l'avocat, des Français seront peut-être bientôt tenus pour co-responsables d'un massacre à l'arme chimique, 26 ans après. Mais aujourd'hui, la France prend-elle toujours le risque de livrer des produits dangereux à des régimes autoritaires ? Bahreïn, un petit royaume du Golfe, coincé entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Depuis février 2011, le royaume est pris à son tour dans la tourmente des printemps arabes. Comme en Tunisie, en Égypte, en Syrie, des manifestations pacifistes sont violemment réprimées par le gouvernement. Tensions et affrontements à Bahreïn où la police a ouvert le feu cet après-midi sur des manifestants dans la capitale. Au Bahreïn, pour punir les manifestants, la police utilise du gaz lacrymogène, en quantité astronomique. Au plus fort de la répression, 2000 grenades sont utilisées chaque jour. Après les manifestations, des militants des droits de l'homme ont souvent retrouvé ces grenades rouges, ici par dizaines, en 2011. En les regardant de plus près, les activistes ont trouvé des inscriptions en français. Un de ces activistes, Reda Al-Fardan, a réussi à remonter jusqu'au fabricant de ces grenades. Ce qu'on a découvert, c'est que le fabricant s'appelle Alcetex. Et c'est une entreprise française. Sur leur site internet, il y avait des catalogues de leurs produits. Et là, c'était très clair. Aucune autre entreprise ne fabrique ce type de grenades. Elles étaient toutes sur leur site. Alors, ils sont pris la main dans le sac. Alors que la répression bat son plein, le ministère de la Défense interdit notamment à Alcetex de continuer à exporter vers le Bahreïn. Notre pays a suspendu les livraisons de matériel pouvant être utilisé à des fins de répression à compter du 17 février 2011. Mais le mal est fait. La police de Bahreïn dispose d'importants stocks de lacrymogènes et va les utiliser comme des armes chimiques. Sur ces vidéos amateurs, on voit la police de Bahreïn tirer des grenades de gaz dans les maisons. Une pratique interdite car apparentée à l'utilisation d'armes chimiques.
À l'intérieur, un brouillard de gaz lacrymogène dans toutes les pièces. Les personnes âgées et les enfants suffoquent en premier. La petite Sajida, 5 jours, était asthmatique. Elle n'a pas survécu à l'attaque de sa maison par les gaz. Et elle n'est pas la seule. En l'espace d'1 an, 39 personnes vont périr par la faute de ces grenades. Jusqu'au printemps 2012, le temps que la police utilise ses stocks, des habitants vont retrouver des grenades françaises rouges, comme ici, sur le sol de leur maison. Nous nous sommes rendus au Millipol, le grand supermarché des armes, où LCTEX a un stand. Nous voulons demander à l'industriel français s'il se sent responsable de l'utilisation de ces produits au Bahreïn. Discrètement, nous parvenons à filmer les grenades rouges, un produit très prisé par les acheteurs étrangers. Notre caméra est repérée, nous ne pourrons pas nous approcher. Je vous demande de ne pas filmer à l'intérieur du stand, s'il vous plaît. Pourquoi filmer juste les produits? Non, mais depuis là, on veut que vous filmez les produits. Voilà. Non plus, s'il vous plaît. On a le droit de filmer partout où on veut, dans la limite des allées. Non, c'est vrai, c'est pas la peine de se mettre devant, vraiment. Et moi, j'ai le droit de me mettre où je veux, aussi. Le responsable de la communication, lui non plus, ne communiquera pas. Non? La direction ne souhaite pas. La direction ne souhaite pas? Je ne souhaitais pas être filmé. Parce que j'ai des questions assez précises, notamment sur le Bahreïn. Je voulais savoir si vous aviez vendu ces grenades qui sont juste là-bas au Bahreïn. Nous ne pouvons communiquer sur aucun document. Ce sont vos grenades qui sont trouvées au Bahreïn? Je ne sais pas. Bah si, c'est les vôtres, elles sont juste là. Vous allez voir les administrations. Comment elles sont arrivées là-bas? Vous allez voir l'État français. Comment est-ce qu'elles sont arrivées au Bahreïn, ces grenades lacrymogènes, les gaz CS? C'est bon, vous continuez votre question, moi je vous continue ma réponse. Allez voir l'État français. Depuis 2011, 39 personnes sont mortes, notamment vous allez voir l'État français. Dues à l'exposition à des gaz lacrymogènes. D'accord, vous répondrez que ça. Tout à fait. Au mois de mars dernier, nos sources sur place nous font parvenir des photos. Elles montrent des grenades LCTEX au Bahreïn, en février 2014, soit 3 ans après l'interdiction d'exporter. Question au porte-parole du ministère de la Défense. Bonjour, Jean-Baptiste Renaud pour Canal+. Selon mes informations, on a trouvé au Bahreïn, au mois de février dernier, des grenades lacrymogènes françaises de marque LCTEX. Et il y a même des photos qui ont été prises pour prouver que ces grenades étaient de retour au Bahreïn. Est-ce que la France a recommencé à livrer ce matériel au Bahreïn? Alors, je peux répondre tout à fait officiellement que l'interdiction mise depuis février 2011 n'a pas changé. Il y a eu des autorisations d'exportation pour du matériel de détection et de décontamination, mais en aucun cas de matériel offensif. Et donc, comment on explique qu'on retrouve ces grenades lacrymogènes au Bahreïn en février 2014? Je n'ai pas d'explication. Est-ce que vous pouvez regarder, vous renseigner, me tenir au courant? On va regarder, oui, certainement, bien sûr. Merci. Autre question? Nous n'aurons jamais les explications promises de la part du ministère de la Défense. Il est pourtant question de vies humaines et de livraison de matériel dangereux à des régimes brutaux. Mais depuis plus d'un siècle, avec les armes chimiques, c'est toujours la même histoire. Les Occidentaux vendent leur technologie aux dictatures, puis s'indignent quand elles l'utilisent. Une grande hypocrisie, une hypocrisie aux conséquences mortelles.